Pour cette première table ronde de l'après-midi, nous allons traiter donc d'un sujet majeur de santé publique, l'accident vasculaire cérébral. Chaque année en France, 140 000 personnes sont victimes d'un accident vasculaire, soit une toutes les 4 minutes. Et ces accidents touchent les personnes, quel que soit leur âge. Il faut donc agir pour les dépister plus tôt, sans doute aussi pour les traiter mieux. Et pour répondre à ces questions, nous avons donc le grand plaisir d'accueillir le docteur Marie-Hélène Mahagne. Vous êtes neurologue au CHU de Nice, et le docteur Jacques Seda, spécialiste de neuroradiologie interventionnelle au CHU de Nice. Pour animer nos échanges, Gwendoline Dos Santos, rédactrice en chef Santé au Point, Anne-Jean Blanc, donc journaliste et responsable éditoriale des forums Santé du Point. Mesdames, c'est à vous. La plus âgée, alors je vais commencer. Je voudrais que vous nous aidiez à définir l'AVC, parce qu'on parle d'AVC hémorragique, d'AVC ischémique. De quoi parle-t-on et quel sera le sujet principalement abordé aujourd'hui? Alors, l'accident vasculaire, c'est un terme qui recoupe deux entités différentes. D'une part, le plus fréquent, c'est l'infarctus cérébral, secondaire à une occlusion d'un vaisseau. Alors qu'au contraire, dans l'hémorragie intracérébrale, eh bien, on a un vaisseau qui se rompt, et donc un hématome intracérébral. Les hémorragies sous-arachnoïdiennes, qui représentent une entité à part, qu'on traite en général à part, ne sont en général pas inclus dans ce terme d'accident vasculaire cérébral. Donc c'est vraiment, en termes de fréquence, l'infarctus qui représente 80% des AVC. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de la répartition? Qui sont plus touchés? Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, en ville, à la campagne? Dites-nous. Alors, c'est une maladie, la plupart des patients, généralement, ont plus de 65 ans. L'âge d'un AVC, oui, en France, c'est 74-75 ans, d'un AVC ischémique encore. Là, on va peut-être parler que des AVC ischémiques, c'est-à-dire par occlusion d'un vaisseau cérébral. Par caillot. Occlusion par un caillot sanguin. Par un caillot sang, oui. Et donc, c'est sûr que c'est une pathologie qui touche plutôt les personnes d'un certain âge, mais il faut savoir que les personnes qui ont moins de 65 ans représentent un quart des AVC ischémiques. Alors pour ce qui concerne la répartition hommes-femmes, les femmes sont plus touchées que les hommes. Oui, on a pensé longtemps que les femmes étaient protégées en fait des accidents vasculaires cérébrales. C'est une idée comme ça, elles sont protégées par leurs hormones. Et puis finalement, on s'est aperçu que c'était devenu la première cause de mortalité chez la femme, alors qu'on pense au cancer. Et donc finalement, c'est la première cause. Alors il faut quand même dire que c'est lié aussi au fait que les femmes vieillissent, meurent plus tard, et donc dans la dernière tranche de vie, il y a une fibrillation atriale qui est un facteur majeur. Donc il y a ce biais. Qu'est-ce que c'est une fibrillation atriale? Alors la fibrillation atriale, c'est une arythmie cardiaque qui est de plus en plus fréquente au cours du temps, qui est liée au vieillissement, et qui est donc le cœur se contracte de manière irrégulière, des caillots vont se former dans l'oreillette et peuvent migrer dans une artère cérébrale. C'est une cause majeure d'infarctus cérébral, et donc plus on vieillit, plus on a de risques de fibrillation, et en particulier donc chez la femme qui vieillit aussi. Voilà, c'est une cause majeure. Est-ce que vous pourriez nous rappeler tous les facteurs de risque pour l'AVC? Docteur Seda? Alors, les facteurs de risque, on vient d'en parler. Il y en a un l'âge, on ne peut rien y faire. Il y a des facteurs de risque, il y a le diabète, le tabac, le cholestérol, l'obésité. Après, il reste aussi la sédentarité. Ça, c'est pour les accidents ischémiques. Et puis, il y a l'alcool pour les accidents hémorragiques. On a l'habitude de dire dans l'AVC que chaque minute compte pour sauver la personne. Encore faut-il connaître les symptômes. Est-ce que vous pourriez nous dire comment on fait
pour détecter un AVC? Est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes? On dit souvent qu'il y a des différences de symptômes entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous pourriez nous dire comment on sait qu'on doit appeler les secours? Alors d'abord, quand on parle d'accident vasculaire cérébral, il y a le terme accident, hein. Donc ça arrive d'une minute à l'autre. Ça c'est le premier point, donc c'est l'installation brutale. Alors le maître symptôme, c'est la paralysie, hein, la paralysie qui peut être d'un côté du corps, hein, ce qu'on appelle l'hémiplégie, mais qui peut aussi ne toucher que la face et le bras, ou au contraire que la jambe. Mais dans tous les cas, c'est une installation brutale et qui va être soit isolée, soit accompagné d'un trouble de la sensibilité, hein, on ne sent pas le côté du corps, ça c'est le premier grand symptôme. Et puis il y a également le trouble du langage, alors, qui parfois est évident, hein, quand on ne peut plus parler du tout, qu'on peut plus s'exprimer. Effectivement, bon, il n'y a pas trop de discussion, on voit bien qu'il se passe quelque chose, mais il y a des formes qui sont un petit peu plus difficiles à identifier dans la mesure où on va confondre les symptômes avec une confusion mentale. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit n'importe quoi, c'est confus. Hein, voilà. Alors, j'ai le souvenir d'un PDG qui avait fait une première fois son discours, puis avait fait une deuxième fois son discours, puis à la troisième fois on l'a arrêté en disant il y a vraiment un problème. Voilà. Et ça peut être aussi un signe. Voilà, c'est un signe, donc c'est l'aphasie. Et cette aphasie peut être isolée, mais elle peut être aussi associée à la paralysie du côté droit, parce que c'est en général quand l'hémisphère gauche est touché. Donc ça, ce sont les maîtres symptômes, mais il faut connaître aussi le trouble visuel. Alors, soit la perte totale de la vision d'un côté, même si c'est transitoire, ou la perte de la vision sur le côté ici. Alors, les patients n'arrivent pas toujours à l'identifier, ils disent « j'y vois mal ». Donc ça, c'est un point important. Alors, souvent, on nous pose la question des maux de tête. Il ne faut pas confondre les maux de tête, les céphalées, c'était extrêmement fréquent. Donc, on ne va pas alerter toutes les personnes qui ont mal à la tête. Par contre, une céphalée très brutale, en coup de tonnerre, qui s'accompagne a fortiori de tous ces signes, est inquiétante. Et donc c'est là qu'on appelle les urgences. Arrivé aux urgences, qu'est-ce qui se passe? Comment on diagnostique un AVC? Alors, je crois que le plus important, c'est de voir un médecin spécialiste, hein, neurovasculaire. Très bien, j'ai compris. Et puis, très rapidement, puisque c'est une question de temps, ça va être d'aller en radiologie, où on va vous passer une IRM. Hein. Je crois que nous avons quelques images d'IRM. Vous allez peut-être pouvoir les commenter en direct, monsieur. Alors, dès qu'elles arrivent, voilà. Voilà, ça c'est la salle d'IRM. Le patient rentre dans un tube, et puis vous voyez, ça c'est nos collègues qui discutent sur des écrans. Alors cette IRM, elle a pour but d'abord de différencier les AVC ischémiques, donc par obstruction d'un vaisseau. Vous voyez, on montre, on devine, on voit les vaisseaux cérébraux sur l'écran de droite. Sur l'écran de gauche, on voit des coupes cérébrales. Et donc, le but de l'IRM, c'est de différencier les AVC hémorragiques des AVC ischémiques. Et de définir, de sélectionner les patients pour lesquels on va proposer des stratégies de désobstruction. Alors, il faut savoir que quand vous faites une occlusion d'un vaisseau cérébral, il se passe qu'il y a une petite partie du cerveau qui va être détruite, pour lequel le traitement ne peut pas marcher, hein, ne peut pas. C'est du cerveau qui est mort. Et puis une partie du cerveau qui vit encore mais qui dysfonctionne. Et un des buts de la sélection des patients, c'est de sélectionner ces patients pour pouvoir leur proposer une désobstruction artérielle le plus rapidement possible pour sauver le cerveau qui est encore vivant, qui dysfonctionne mais qui est encore vivant. Et donc l'IRM, c'est un petit peu la pierre angulaire de la sélection des patients qui va nous permettre de sélectionner ces patients qui bénéficieront d'un traitement de désobstruction. D'accord. Est-ce que vous pouvez justement nous détailler un peu les traitements en cas d'AVC?
Alors, juste j'insiste sur le fait qu'il faut appeler le 15 et pas son médecin traitant. Je me permets d'insister. Pardon ? Il faut appeler le 15 et non pas son médecin traitant pour arriver le plus vite possible, parce que c'est le moyen le plus rapide. Et d'autre part, le régulateur du centre 15 appelle l'unité neurovasculaire qui prévient le radiologue pour faire l'imagerie. Et dès qu'on a l'imagerie, on prévient nos confrères neuroradiologues. Donc ça, c'est très, très important. Alors, les traitements... Pardon, avant les traitements, il y a un chiffre que je voudrais que vous rappeliez, madame, parce qu'il est extrêmement important. C'est le nombre de neurones perdus par minute, passée avant l'accès aux soins. Parce que ça montre l'urgence absolue d'agir. Oui, alors on parle bien sûr de 20 millions de neurones. Alors bien sûr, c'est difficile à comptabiliser. Bon, c'est des appréciations. Mais en tout cas, chaque minute compte. Et même si maintenant on a des possibilités avec les traitements neuroradiologiques d'intervenir tardivement, il est bien évident que c'est le plus rapidement possible qu'il faut intervenir, parce que c'est là qu'on a le maximum de chances de récupérer. Donc là, quand on dit urgence, c'est vraiment, vraiment très, très important. Et, oui, vas-y. Au-delà de la perte de neurones, je ne sais pas au départ combien on a de neurones, je crois qu'il y a une statistique qui est très intéressante, c'est de dire la chance de récupérer, c'est-à-dire d'être autonome à 3 mois, elle diminue de 12% toutes les demi-heures qu'on attend. Donc en fait, c'est un petit peu ce qu'on observe nous. Si on a un accident vasculaire dans l'heure, on a toutes les chances d'avoir un bon résultat. Et plus le temps s'écoule, demi-heure par demi-heure, vous voyez 12% par 12%, et ben moins la personne a de chances d'être autonome après. Et si on est donc intervenu rapidement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au patient pour lui sauver la vie et pour... Alors d'abord, sur le plan chronologique, le patient est vu, il arrive à l'hôpital, il est vu par le médecin neurovasculaire, de l'équipe neurovasculaire, il va à l'IRM et là on a deux choses. Soit c'est une hémorragie, il va falloir lui contrôler la tension très rapidement, lui faire baisser la tension dans l'heure qui suit. Donc ça c'est une attitude. Et si c'est un infarctus cérébral, c'est là où on a déjà avec l'IRM beaucoup d'informations. On sait que, comme disait le docteur Seda, si c'est un infarctus, et surtout on voit où est l'occlusion du vaisseau. Est-ce que c'est un vaisseau qui est accessible ou est-ce que c'est un petit vaisseau ? Donc si le patient est vu très tôt, qu'il y ait un gros ou un petit vaisseau, on peut faire une thrombolyse. C'est-à-dire qu'on va utiliser un traitement pour dissoudre le caillot. Et par contre, on sait que plus le caillot est gros, plus le vaisseau occlu est important, comme par exemple une carotide, eh bien on sait que la chance de déboucher ce vaisseau grâce aux médicaments est faible. Et donc c'est pour ça qu'on a recours systématiquement, enfin quand on peut, à la radiologie interventionnelle pour aller chercher le vaisseau. Et c'est là que les neuroradios interviennent. Alors un neuroradiologue interventionnel, qu'est-ce que c'est ? Dites-nous, docteur Seda. Alors, on connaît très bien les cardiologues interventionnels qui vont déboucher des coronaires. Eh ben, c'est un petit peu la même chose pour l'AVC dans les artères du cerveau. Donc notre métier pour les AVC ischémiques, c'est de cheminer dans les artères. Ce sont des interventions endovasculaires pour cheminer dans des artères pour aller essayer de déboucher les vaisseaux, de les désobstruer avec des instruments, c'est de la chirurgie endovasculaire, des instruments qui sont tout petits. Voilà le but. Alors on passe par où ? Ah oui, on passe par où, oui. Alors nous, on passe, ça les patients sont toujours étonnés de ça, on passe par les artères fémorales au pli de l'aine, et à partir de là, on remonte dans les artères, dans l'aorte, et puis dans les artères carotides, et puis pour cheminer dans les artères du cerveau.
Je crois qu'on va pouvoir voir une vidéo qui va montrer exactement ce qui se passe. C'est assez impressionnant. Vous inquiétez pas, il y a de l'image virtuelle pour la deuxième partie, donc il n'y a rien de difficile. Monsieur Voilà. Soda, vous Alors commentez? là, vous voyez l'écran qui montre une artériographie cérébrale, c'est-à-dire on a injecté un produit de contraste dans les artères. Et à l'intérieur de ça c'est une image tout à fait virtuelle de scopie, c'est sous contrôle radiologique. On va monter des cathéters de plus en plus petits dans les artères du cou. Là, vous avez l'artère de la carotide. Et puis, vous voyez que du côté gauche, il manque quelque chose. Il manque les vaisseaux qui sont obstrués par le caillot. Et puis, avec des micro-cathéters qui font pas plus de 1,5 mm de diamètre, on va passer l'obstruction. Alors ça, c'est différentes tentatives, c'est pas toujours facile. On va passer l'obstruction et à partir de là, peut-être qu'on avance très bien. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Là, ce qu'on voit, c'est le caillot dans une artère. On passe le caillot, on va déployer ce qu'on appelle un stent qui va emprisonner ce caillot, et puis on va retirer tout en espérant, on va à la pêche, et puis ça c'est la première technique. Et une d'autres techniques comme celle-ci, c'est d'aller aspirer le caillot, c'est-à-dire qu'on se met au contact du caillot, et puis il y a un système d'aspiration qui va permettre, je pense que ça doit être ça, qui va permettre d'aspirer le caillot que vous voyez. Voilà, on le voit. Ouais, c'est très impressionnant. Voilà le principe de la thrombectomie mécanique. Alors, pour qui on va faire la thrombectomie mécanique? Dans tous les cas, on fait ça? Pas du tout. Alors, c'est ce que je vous disais, l'intérêt de l'IRM, c'est de sélectionner les patients. Et malheureusement, vous savez qu'il y a des patients pour lesquels on ne va pas pouvoir ni proposer la thrombolyse, ni proposer la thrombectomie, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire. Et donc, il va falloir faire une grande sélection des patients, sélection clinique, bien entendu, parce que généralement, par exemple, pour la thrombectomie, c'est une occlusion d'un gros vaisseau, donc c'est les AVC les plus graves, et une sélection IRM qui va nous permettre justement de savoir s'il y a encore du cerveau à sauver. C'est ce qu'on appelle la pénombre ischémique, de savoir si on va arriver à déboucher les artères à temps pour sauver le cerveau. Donc, il y a une sélection qui est très importante à faire, qu'on fait en groupe, c'est un travail d'équipe, où on va discuter de chaque patient en fonction de son heure d'arrivée, en fonction de son âge, en fonction de plein de choses, et après définir ce qu'on va faire pour lui. Alors, ça peut être une stratégie de désobstruction en faisant de la thrombolyse, ça peut être une stratégie en faisant thrombolyse plus thrombectomie, mais il faut reconnaître que pour l'instant, on peut ne rien faire chez ces patients. Alors, ne rien faire, c'est pas ne rien faire. Dans combien de situations on peut ni faire la thrombolyse ni la thrombectomie? Dans combien de cas? Dans la majorité des cas. Dans la majorité des cas, et c'est quelque chose qu'il faut savoir, parce que sinon, beaucoup de patients auraient l'impression qu'ils n'ont pas bénéficié de ce traitement, qu'ils ont eu une perte de chance. Mais actuellement, la plupart des patients, on peut le dire, 80%, on a 20% à peu près de thrombectomie, mais ce n'est pas forcément une perte de chance. Il y a des vaisseaux qui sont, des tout petits vaisseaux qui sont occlus, par exemple. Donc ceux-là, ils ne sont pas accessibles. On ne voit même pas le caillot, par exemple. Donc, dans ce cas-là, on va donner des traitements, des antiagrégants, c'est l'aspirine, et on va s'occuper de la tension, des complications. Et c'est en fait, si vous voulez, le rôle de l'unité neurovasculaire, c'est d'éviter toutes les complications qui sont autour pour faire passer le cap au patient. C'est-à-dire qu'on évite l'aggravation et on va très vite faire un bilan de la cause pour savoir quel type de traitement de prévention secondaire on met en route. En fait. Donc c'est l'intérêt d'avoir l'IRM, on l'a de suite, on voit les vaisseaux, on a un bilan cardiaque, un bilan biologique, et très vite on va savoir d'où ça vient, quel est le mécanisme. Et on va pouvoir donc adapter le traitement de prévention secondaire très très rapidement. Et de quel type sont-ils ces traitements de prévention secondaire?
Alors, la prévention secondaire va dépendre de la cause. Tout à l'heure, on a pris l'exemple de la fibrillation atriale. La fibrillation atriale, c'est donc une arythmie, comme je le disais, qui est très très pourvoyeuse d'accidents vasculaires cérébraux. Donc, dans ce cas-là, le traitement est l'anticoagulation. À vie, avec après la possibilité avec nos amis cardiologues de pouvoir réduire, d'avoir des rythmes qui soient meilleurs, etc. Mais en tout cas, on donne des anticoagulants. Ça, c'est une cause. La grande cause, c'est l'athérosclérose, c'est-à-dire le dépôt de plaques d'athérome sur les gros vaisseaux, parfois sur les vaisseaux du cou, mais parfois en intracrânien. Et dans ce cas-là, c'est le traitement de prévention de l'athérosclérose. Et donc on a les antiagrégants, c'est-à-dire l'aspirine, la plupart du temps, mais on a d'autres molécules. Et on va traiter l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie, on va demander aux patients de ne plus fumer, et c'est toute cette prévention qui est valable aussi en prévention primaire avant l'AVC, mais qui là doit être encore plus sérieuse, si on peut dire, parce que donc ce sont les médicaments et l'hygiène de vie qui vont éviter les récidives. Puis il y a surtout un phénomène à ne pas éviter, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, c'est l'accident ischémique transitoire. Oui. C'est donc quelque chose qui régresse, et c'est pas parce que ça régresse que ça disparaît, et que c'est un vrai facteur de risque, c'est un message à faire passer, j'imagine. Alors ça, c'est un élément fondamental, parce que quand on parle de prévention primaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais fait d'AVC, alors on a, comme on a dit, l'hypertension, le tabac, le diabète, le cholestérol, la sédentarité, mais aussi il faut reconnaître cette AIT. Donc qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est la même chose, c'est-à-dire la paralysie, la perte de la parole, la perte de la vision, mais qui va régresser parfois en quelques minutes. Et là, il faut vraiment consulter, parce que c'est là qu'on a le plus de chances d'être efficace. On va identifier un trouble du rythme, on va identifier une sténose de la carotide qu'il faut opérer, voilà. Donc ça, c'est vraiment très 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 important, ne pas négliger les signes qui régressent spontanément. Tout à l'heure, vous me disiez dans les traitements, le plus important, c'est de s'occuper des gens. Et j'aimerais qu'on insiste sur ces unités neurovasculaires. On en parlait tout à l'heure, j'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots. Les unités neurovasculaires, ce sont des unités dédiées, tout simplement, des unités où on ne s'occupe que des accidents vasculaires cérébraux. Donc il y a des équipes qui sont formées, des médecins bien sûr, mais des infirmières, et on a autour du patient, donc kinésithérapeute, orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, neuropsychologue aussi pour les troubles cognitifs, et une assistante sociale pour qu'on voit d'emblée le potentiel de récupération, et également pour malheureusement les patients dont on sait qu'ils vont avoir des séquelles, les orienter vers le bon établissement et pour leur donner le maximum de chances. Alors en parallèle, on a besoin des radiologues bien sûr, mais ça c'est évident, mais aussi des cardiologues pour les investigations cardiaques, pour décider de quel ou quel traitement. Et c'est la conjonction, si vous voulez, l'effet UNV, c'est la conjonction de tout ce personnel autour du patient. Voilà. Donc sur l'AVC, on a bien eu plusieurs révolutions, la thrombectomie, l'UNV en fait partie. Vous le disiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Je crois que la première révolution, c'est l'UNV, puisque ceux d'un certain âge, les médecins d'un certain âge ont connu le moment où, quand l'AVC arrivait à l'hôpital, on le mettait où il y avait de la place. Et c'est vrai que l'UNV a été la première révolution, les deux autres étant la thrombolyse et puis plus récemment la thrombectomie. Et ces 20 dernières années, sauve-t-on beaucoup plus de vies grâce à tout ça ? Combien est-ce qu'on a un chiffre ?
En tout cas, les progrès sont certains parce que dans les accidents vasculaires très étendus avec occlusion d'un gros vaisseau, où on n'avait quasiment pas de désobstruction spontanée ou avec traitement, avec la thrombolyse et la thrombectomie, on a d'excellents résultats dans plus de 50% des cas, c'est ça. Et dans les autres, on limite les dégâts. Donc les progrès, ils sont importants. Il faut, puisque vous parlez de progrès, il faut aussi parler pour un même AVC, enfin un AVC qui disons, la même étendue, etc., qui serait survenu il y a 20 ans. Il y a la prise en charge précoce et surtout la rééducation prolongée permet une récupération fonctionnelle. C'est pas le sujet ici, mais permet une récupération quand même de meilleure qualité. Mais c'est vrai qu'on a vu, 2003, c'était la période des premières UNV. Alors, nos voisins scandinaves, là, dans le Nord, avaient longtemps depuis longtemps, connaissaient les unités neurovasculaires, mais il a fallu chez nous qu'on attende la révolution de la thrombolyse pour qu'on puisse, autour de cette thrombolyse, donc il y a 20 ans, construire des unités neurovasculaires. On avait besoin d'un message et de dire il faut désobstruer, et finalement tout le monde en a profité, y compris les hémorragies, les hématomes, parce qu'on s'en occupe beaucoup plus rapidement. Et il y en a dans toute la France maintenant de telles unités, il y en a réparties partout. Les patients les plus loin d'une telle unité sont à combien de temps, combien de kilomètres? Alors, je pense qu'en France, on a 140, je crois, unités. Je ne sais pas exactement, là, on est dans ces eaux-là. Alors, le nombre encore ne serait pas trop préoccupant parce que ça pourrait paraître suffisant, mais c'est la capacité, c'est le nombre de lits dans les unités neurovasculaires qui n'est pas suffisant. On fait partie, nous, dans notre région, on n'a pas de lits, suffisamment de lits. On a une unité neurovasculaire, on a tout ce qu'il faut au CHU, mais on a encore à développer. Et c'est quelque chose qui doit être développé en France, comme d'ailleurs dans les autres pays. Mais il y a des régions et des pays, par exemple en Allemagne, où il y a beaucoup plus d'unités neurovasculaires et où les patients avec un AVC vont quasiment tout le temps dans une unité neurovasculaire, ce qui n'est pas le cas chez nous. Pour terminer, on pourrait peut-être faire un petit peu de prospective. Où va la recherche? Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les années à venir? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour les patients qui risquent d'avoir, qui ont eu ou qui auront un AVC? Moi, je crois qu'il faut... Déjà, on a insisté sur la prévention, parce que la prévention, c'est quand même le plus important. Après, en ce qui concerne la prise en charge des AVC, on a vraiment l'impression qu'on a fait un pas en avant en désobstruant les patients, les artères des patients. On a aussi l'impression qu'on n'en fait pas assez. C'est ce que vous disait le docteur Mahan, c'est-à-dire que finalement, il y a une minorité de patients à qui on peut offrir ces traitements. Et puis, il y a une frange aussi de patients pour lesquels tout se passe très bien, mais qui ont un mauvais résultat. Et très probablement, la recherche et l'avenir, ça sera peut-être de trouver des molécules qui puissent permettre au cerveau d'attendre jusqu'à qu'on désobstrue ces vaisseaux. Et c'est peut-être ça la recherche dans la période aiguë. Et pour vous, Madame Magne, l'avenir? Alors oui, ça rejoint ce que dit le docteur Seda, c'est-à-dire c'est la neuroprotection. On aimerait au moins pour un temps limiter le temps que les vaisseaux se débouchent, même parfois spontanément. Il faudrait pouvoir protéger le cerveau. Donc tout ce domaine de la neuroprotection, ça fait des années qu'on cherche, on n'a encore pas le produit qui marche. Donc ça, il y a des essais cliniques dans ce sens. Et l'autre aspect qui est à cheval entre la phase aiguë et la rééducation, c'est de permettre à la zone lésée d'être colonisée, si vous voulez, par des cellules souches indifférenciées qui vont pouvoir aider à la récupération.
Ça, mais on est là, on est très loin. Là, on est très loin. Par contre, on peut améliorer la désobstruction du vaisseau en ajoutant à la thrombolyse, hein, on n'a actuellement qu'un seul produit, d'autres médicaments qui pourraient aider la recanalisation. Tout en ne faisant pas saigner. Hein. C'est ça l'avenir en fait. Il y avait une très belle image, je ne sais pas, pour la régie c'est pas facile parce qu'on n'a pas trop suivi notre plan. Il y avait une très belle image du résultat de la désobstruction de la thrombolyse. Vous voyez, regardez. Ah, voilà, alors vous avez vu tout à l'heure qu'il manquait des branches du côté gauche, et là vous voyez que tout réapparaît. Ça c'est un cas, vous voyez, c'était un cas d'une désobstruction relativement rapide. Et donc voilà l'image de Caillot, hein, qu'on peut sortir. Vous voyez que celui-là est très gros, hein, il mesure plus de 2,5 cm, mais que ça peut être une tête d'épingle. C'était une belle image avant de passer aux questions, Hélène, non? Merci, absolument Anne, c'était vraiment très très riche. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc j'imagine que vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Oui, il y a déjà une question là-haut. Monsieur, nous vous écoutons. Bonjour, une question pratique. Imaginons que je suis devant une personne qui a une AVC, donc je téléphone numéro 15, et qu'est-ce que je fais pendant le 3 minutes, 15 minutes, une demi-heure de personne avant que l'ambulance arrive? Et une deuxième question aussi, est-ce que la personne en face de moi, est-ce qu'il est conscient ou est-ce qu'il comprend ce qui se passe ou pas? Deux questions importantes, effectivement. Docteur Magne, quelques conseils? Alors, en attendant les secours, à part allonger le patient, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein, il faut... S'il y a des choses à ne pas faire. À ne pas faire, il ne faut pas l'asseoir, il faut le laisser allonger, hein, parce que c'est une question de perfusion cérébrale. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et d'autre part, pour répondre, parce qu'en fait, avant qu'on sache si c'est un hématome ou une ischémie, on ne peut rien faire de spécial, y compris un médecin traitant, s'il était appelé, il ne pourrait pas être en mesure de dire il faut faire baisser la tension ou il ne faut pas la faire baisser. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième question, c'est est-ce que le patient est conscient? Eh bien, ça dépend du type d'AVC. Il y a des AVC gravissimes où le patient est dans le coma. Fort heureusement, ce n'est pas le plus fréquent. Et sinon, le patient peut être conscient mais ne pas comprendre. Parce que quand on parlait d'aphasie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a du mal à s'exprimer, mais aussi à comprendre ce que dit l'interlocuteur. Donc ça peut être tout simplement un signe d'aphasie, hein, de trouble du langage, sans être dans le coma. Merci beaucoup. Nous avons une question. Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Il y a quelque chose qui m'a interpellé à un moment donné quand vous parliez de l'idée de sélection. J'ai compris ça comme une priorité en fonction du diagnostic, je suppose. Est-ce que ce n'est pas une prise de responsabilité pour le voisin qui n'a pas été sélectionné? Même s'il a un comité, y a-t-il eu des échecs suite à un manque de discernement, par exemple? Non, alors c'est pas une sélection. Je n'ai pas très bien compris. Oui, la sélection, c'est de savoir... La sélection des patientes, c'est de sélectionner ceux qui vont pouvoir bénéficier d'un traitement de désobstruction. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on empêche les autres de le faire, ça veut dire que pour les autres, il n'y a pas d'utilité à le faire. Vous voyez, c'est vraiment... Et donc, c'est généralement la clinique et l'IRM qui vont nous permettre de savoir à qui proposer ce type de traitement. Voilà, ce terme de sélection, c'est vraiment sélection médicale. Hein. Quand vous dites que ce n'est pas utile pour certains, par exemple, est-ce que c'est parce que le caillot est tellement mal placé que vous ne pouvez pas y arriver? Ça peut être une raison de non-sélection d'un patient? Ça peut être ça. Ça peut être, malheureusement, vous savez qu'il y a un facteur chance. Le cerveau qu'on peut sauver, on peut le sauver, il dysfonctionne, mais quelquefois, certains ont la chance d'avoir de petits vaisseaux qui viennent l'alimenter pour l'empêcher de mourir. Et si ça s'appelle la pénome, encore une fois, c'est très important pour nous. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux. Hein, et très probablement, il y a des gens qui très rapidement vont avoir un infarctus fatal pour lequel on ne pourra pas tenter de désobstruer. Et certains
qui vont, on le sait maintenant, peuvent bénéficier d'une désobstruction, même 12 heures, 15 heures, 24 heures après. Merci beaucoup. Nous avons une question. Madame, nous vous écoutons. Oui, bonjour. C'est une question à laquelle je tiens beaucoup, parce que, en fait, c'est une question sur la prévention. Je n'ai pas bien compris ce qu'on peut faire, nous, à notre âge, parce que vous avez parlé tout à l'heure que les AVC surviennent à partir de 60, 65 ans. Donc, quelle hygiène de vie on doit suivre pour essayer de ne pas trop avoir ce type de problème, parce que je connais pas mal de gens dans ma famille qui ont eu des AVC, mais c'est pas clair pour moi, question prévention. Merci beaucoup. Alors, comme cela a été dit tout à l'heure, le principal facteur de risque, c'est l'hypertension, parce que l'hypertension artérielle, c'est un facteur d'infarctus et d'hémorragie. Donc là, quand on normalise sa tension, on prévient 2 types d'AVC. Donc ça, c'est la première chose. Il y a le tabagisme. Le tabagisme, c'est extrêmement important aussi. Ensuite, il y a le diabète. Alors, soit le prévenir, bien sûr, soit le traiter au mieux. Et le problème du cholestérol. Si on a un cholestérol élevé, alors soit des mesures hygiéno-diététiques suffisent, soit parfois il faut prendre un traitement, ça c'est à évaluer avec le médecin. Et enfin il y a le dépistage des maladies cardiaques, de l'arythmie. On prend son pouls, si on sent des palpitations, si on a un pouls qui est irrégulier, il suffit d'en parler à son médecin et de voir avec lui s'il y a nécessité d'aller plus loin. Donc ça, c'est des mesures générales. Il faut éviter d'être en surpoids, il faut éviter d'être sédentaire. Alors, ce que je dis là vous permet de prévenir les AVC, mais pas que. C'est valable pour les maladies coronariennes, c'est valable pour la protection du rein, qui est très sensible au diabète et à l'hypertension. Donc, tout ça, c'est la maladie vasculaire, avec ce point spécial pour l'AVC, parce que les vaisseaux du cerveau sont plus sensibles à l'hypertension artérielle que les autres vaisseaux. Merci beaucoup. Madame ? Alors bonjour et merci beaucoup pour votre travail. Je voulais juste préciser que moi, 43 ans, j'ai fait 2 AVC à la suite de prise de médicaments. Donc je voulais quand même informer les gens qu'aussi on pouvait... Donc j'avais pas de tension, pas d'antécédents génétiques, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu. Voilà, donc je voulais quand même préciser qu'il y a quand même des médicaments qui sont dangereux. Merci. Voilà. Alors, merci pour votre travail. Je vous ai connu, Dr Magne, en 2011. Voilà. Merci. Merci. Alors, le temps passe. Et donc, oui, alors parmi les médicaments, on pose souvent la question déjà de la contraception orale. Alors, est-ce qu'il faut diaboliser ou pas la contraception orale ? Non, parce que les jeunes femmes peuvent prendre des contraceptifs sans augmenter leur risque de manière importante. Par contre, ce qui est très important, c'est la contraception plus le tabac. Donc ça, c'est le message qu'il faut donner, c'est-à-dire il faut choisir et il ne faut pas associer la pilule et le tabac. Et si en plus on a d'autres facteurs de risque, tels qu'une hypertension artérielle, tels que une migraine, eh bien le risque augmente. Donc il faut être très vigilant. Alors ça, c'est pour ça qu'on parle essentiellement de ces médicaments. Quand on parle d'AVC secondaire à des médicaments, c'est parfois lié, mais pas que, aux traitements anticoagulants aussi, qui peuvent donner des hémorragies. Donc il y a toujours une grande voilà, il faut faire attention aux interactions. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre peut-être une dernière question, monsieur. Si j'ai la chance d'habiter en centre-ville de la bonne ville de Nice, ça peut aller vite. Mais si je suis à 30 ou 40 km, le 15, qu'est-ce qu'il peut faire ? Je crois que vous avez raison. Un des problèmes numéro 1, c'est justement la densité sur le territoire des médecins. On sait que ça c'est
Et puis, cette prise en charge, c'est clair que vous serez au centre de ville de Nice, vous serez rapidement au CHU. Si vous habitez l'arrière-pays, vous serez moins rapidement au CHU. Et donc, effectivement, un des progrès peut-être dans l'organisation du territoire des AVC, c'est de permettre à tout le monde, c'est l'équité par rapport à ça, c'est de permettre à tout le monde d'arriver très rapidement à l'hôpital. Merci beaucoup. Madame Dr Mahen, vous souhaitiez ajouter? Non, je disais que c'était le rôle du SAMU aussi d'évaluer les distances, hein, donc, et de vous amener à l'unité neurovasculaire la plus proche en fait. Le SAMU calcule, hein, si vous voulez, comment on vous achemine le plus rapidement possible. Voyez ? Merci. On vous applaudit, on vous remercie. C'était passionnant. Merci beaucoup, mesdames. Donc, dans quelques minutes, nous allons avoir le plaisir de recevoir l'astronaute Jean-François Clairvoy. Moi, je voulais juste aussi vous signaler une visite assez exceptionnelle qui a été mise en place dans le cadre de Neuroplanète, qui est la visite du bateau Seine, donc qui est en fait le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain. Parmi ces missions, les équipes sauvent des vies et on vous propose de le visiter. Alors, il reste juste 2 créneaux et assez peu de place. Donc, demain matin, soit à 11h, soit à midi. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher donc, des équipes à l'accueil pour pouvoir visiter donc, ce très beau bateau de la Marine nationale. On se retrouve dans quelques minutes avec Jean-François Clairvoy. Vous êtes très nombreux à assister à Neuroplanète et on est absolument ravis. Donc, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas inscrit pour la conférence suivante, merci de bien vouloir libérer la place et merci aussi peut-être de vous resserrer un peu sur les bancs. À tout de suite, merci.